Minibus. Il est 8h16, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Éric Zemmour, journaliste, polémiste et auteur de La France n'a pas dit son dernier mot aux éditions Rubempré. Oui, bonjour Éric Zemmour. J'ajouterais quand même candidat officieux à la présidentielle. Ce n'est plus un mystère. Quand on lit votre livre, alors c'est pas un programme, mais c'est une explication de votre engagement, vous le dites. La question finalement, c'est maintenant la date et les circonstances de l'annonce officielle. À moins que... Qu'est-ce qui d'ailleurs pourrait vous empêcher aujourd'hui de vous présenter ? Vous savez, je peux être renversé par une voiture, je peux... on ne sait jamais. D'ailleurs, vous bénéficiez d'une protection ou pas ? Oui, je bénéficie d'une protection depuis 2 ans maintenant, depuis que j'ai été... Bien sûr. Depuis que j'étais agressé dans la rue par un jeune banlieusard à Mobilette, on dira ça comme ça. Donc il s'était affiché lui-même sur les réseaux, tout le monde s'en souvient. Bon bref, oui j'ai une protection, voilà. Mais qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de vous présenter ? Parce vous que, savez, très clairement, non mais vous le dites dans votre livre, vos amis Philippe de Villiers et Patrick Buisson vous ont dit non on n'y va pas, etc. Et puis vous leur apportez une réponse, si voilà je vais y aller quoi. Non, je dis, vous avez compris, je dis voilà, pendant longtemps, j'ai cru que le combat intellectuel, culturel, idéologique suffirait à mon bonheur et que déjà j'apportais quelque chose dans le débat et que je voulais faire changer les mentalités et combattre la doxa dominante. Et je croyais que un politique classique s'emparerait de mes analyses, de mes diagnostics, pour en faire la base d'un projet politique. Vous savez, c'est le fameux livre de Drieux-La Rochelle, Le joueur de guitare. Où je joue la guitare, et puis il y a le champion sur son cheval qui avance et qui fait la politique. Sauf que je n'ai jamais eu de cavalier sur son cheval qui a pu écouter le chanteur de guitare que j'étais. Vous aviez pensé à quelqu'un ? J'ai pensé à des tas de gens. J'en ai discuté avec Philippe Séguin. Je le raconte dans le livre. Avec Charles Pasqua. Vous avez vu, il y a des portraits de Philippe Séguin, de Charles Pasqua. On va en reparler de Philippe Séguin dans un instant. J'en ai discuté avec Jean-Pierre Chevènement. J'en ai discuté même avec mon ami Philippe de Villiers. J'en ai discuté avec d'autres, avec Laurent Wauquiez. Je le raconte aussi, vous avez vu. Bien sûr, je raconte tout ça dans le livre. Et pas trop avec Marine Le Pen. Non. Je raconte aussi mes rencontres avec Marine Le Pen. Oui, on va y revenir aussi. Oui. Mais Marine Le Pen, si vous voulez, c'est l'inverse. Marine Le Pen, elle avait ça en héritage, mais elle avait aussi son nom. C'était pas facile pour elle. Et puis elle a choisi une autre stratégie, la fameuse stratégie de dédiabolisation, qui est en fait une stratégie de centrisation. Je pense qu'elle se trompe, mais après tout ça, c'est bon. Donc voilà. Donc vous n'avez pas trouvé le chevalier idéal, si je puis dire. Et donc le joueur de guitare s'est dit, je dois monter sur le cheval. Oui. Voilà, c'était ça. Est-ce que je dois monter sur le cheval ? Vous avez vu, je raconte une anecdote avec mon fils qui m'a absolument sidéré, à qui je dis, assez fier de moi, un peu ballot, en disant, tu as vu, moi ça fait 20 ans que je parle d'assimilation et maintenant il y a des livres qui sortent, ça revient à la mode. Et il me dit, bon ça va, le diagnostic tu l'as fait, maintenant il faut agir. J'avoue que ça m'a ébranlé. Vous voyez, c'est des petits cailloux, vous savez, ça se fait pas comme ça, c'est une mue lente. Bon, donc voilà, donc maintenant c'est officiel, vous serez candidat, vous venez de le dire. Non, je dis... Reste à déterminer le jour, un peu les circonstances. Reste à déterminer, prendre la décision finale. Je regarde le paysage, je regarde la situation politique. Est-ce que, vous voyez, je regarde les discours des politiques, je regarde les sondages, je regarde beaucoup de choses. Vous avez vu que depuis un mois, ce qui va dans le sens d'ailleurs de ma candidature, c'est-à-dire que le simple fait qu'il y ait une rumeur de ma candidature fait que tous les candidats de droite et de Rassemblement National se mettent à parler comme moi, alors qu'ils avaient complètement tenu un autre discours, tout en disant que je suis un monstre et que je n'ai pas les mêmes valeurs qu'eux. Et du coup, Éric Zemmour, de quoi vous rêvez en vous rasant le matin ? De la renaissance d'un grand RPR que vous mèneriez, politiquement, vous voulez dire ? Et qui rassemblerait une partie des droites, c'est un peu ça, non ? Politiquement, vous avez tout à fait raison. Je pense que, vous savez, encore une fois, c'était le sens de mon débat avec Jean-Luc Mélenchon. Lui, il se contredit tout le temps et en tire gloire. Moi, je ne me contredis pas et je suis constant et il me considère comme obtus. Moi, j'ai l'impression plutôt que je ne me suis pas trompé. J'ai écrit il y a 25 ans un livre qui s'appelait Le Livre noir de la droite, dans lequel je racontais comment les élites de la droite, en particulier du RPR, avaient trahi le RPR, avaient trahi le peuple de droite. Donc effectivement, sur un plan politique, vous avez raison, je suis favorable à la renaissance du RPR. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut dire ce que c'est le RPR. Parce que les jeunes, pour eux, c'est du chinois. Le RPR, c'était une synthèse
entre les classes populaires de droite, qui ne votaient pas pour les communistes. À l'époque, il faut rappeler aux jeunes qu'il y avait des communistes. Les classes populaires qui ne votaient pas pour les communistes et la bourgeoisie. Entre le petit artisan, le petit commerçant et les grands commis de l'État, ce qu'on appelle aujourd'hui les technocrates. À l'époque, c'était positif. Et il y avait cette alliance, vous voyez, c'était ça le RPR. Et deuxièmement, qu'est-ce que c'était? Et ça a été abandonné depuis, quoi. Vous avez vu. Vous le racontez avec Nicolas Sarkozy, notamment. Mais voilà, c'est tout le problème. Vous avez les classes populaires qui votent Rassemblement National. Vous avez les bourgeois CSP+, et les retraités qui votent LR. Et l'un et l'autre, séparés, ne peuvent pas gagner. Voilà, c'est tout. Donc il faut rassembler, il faut refaire le RPR sociologiquement. Et politiquement, vous avez compris, ça veut dire la défense de la patrie, de la nation, d'une certaine idée de l'homme et de l'économie de marché aussi, mais avec un État fort. Vous voyez, ça veut dire une école traditionnelle. Enfin, ça veut dire beaucoup de choses. Éric Zemmour, vous êtes plutôt un soliste. Est-ce que vous avez les épaules pour être un chef de parti ? Et ensuite, sans parler d'un chef d'État. Mais je ne suis pas un chef de parti. D'abord, si vous vous présentez... Mais attendez. Pour ça, la Ve République et l'élection du président de la République au suffrage universel ont quelque chose de beau. C'est-à-dire que vous connaissez l'antienne habituelle, c'est la rencontre d'un homme et d'un peuple. Un homme et un peuple. On n'a pas dit un parti et des électeurs. On n'est pas en Allemagne. Vous avez vu les élections. Là, c'est le régime parlementaire et on va faire des coalitions de partis. C'est pas ça la Ve République. La Ve République, c'est un homme et un peuple. Le parti est un outil. Est-ce que vous avez le sentiment que votre message passe auprès des classes populaires ? Je pense que mon message passe de plus en plus auprès des classes populaires. Vous savez, j'ai regardé les premiers sondages qui sont faits autour de ma candidature et le seul, vraiment, l'intérêt le plus manifeste, c'est que je touche des gens de deux catégories sociales dont je vous ai parlé tout à l'heure, à égalité. La bourgeoisie CSP+, et retraités qui votent d'habitude LR, et les classes populaires qui votent d'habitude pour le Rassemblement National. Et ma progression que j'observe se fait en marchant sur ces deux pieds. C'est ça qui est le plus encourageant. Et ça veut dire que le message passe auprès des deux catégories que j'aimerais rassembler. Alors, à propos des LR, cette fois-ci, les Républicains ont décidé ce week-end du mode de désignation. Ce sera un congrès, il n'y aura pas de primaire. Est-ce que vous pourriez encore y participer ? Est-ce que vous avez envie aussi d'y participer ? Écoutez, il y a deux choses différentes. La première, c'est que, évidemment, moi, je vous ai dit, ma famille politique de toujours, c'est le RPR. Maintenant, le LR n'est plus le RPR. Le LR, c'est ce que je leur ai dit hier devant les conservateurs de Madame Trochu qui ont eu la gentillesse de m'inviter. LR a trahi le RPR. Les chefs de LR sont pour la plupart, il y a des exceptions, sont pour la plupart des notables centristes. Le centrisme a tué le gaullisme. Le centrisme a tué la droite. Il faut bien comprendre ce qui s'est passé en politique française depuis 30 ans. Et donc, si vous voulez, ils me disent eux-mêmes, je n'ai pas les mêmes valeurs qu'eux. Il y a une clause anti-Zemmour, d'ailleurs. Oui, il paraît. Ils ont vraiment... Vous voyez, comme quoi, je les inquiète, tous ces braves gens. Pourquoi je les inquiète ? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'ils savent que leur base pense comme moi. Ils le savent. Et que c'est très embêtant pour eux parce qu'eux, ils ne pensent pas comme leur base. Il n'y a qu'à voir ce que disent tous les chefs de LR. Oui, dans votre livre aussi, vous dénoncez l'impuissance de nos gouvernants depuis 40 ans. Mais pourquoi des électeurs vous feraient confiance à vous et Éric Zemmour, vous qui n'avez été jusqu'à présent qu'un commentateur, quoi. Pour l'instant, vous êtes dans un récit. Alors... pourquoi vous faire confiance ? Pourquoi me faire confiance ? Si vous voulez, vous avez raison. Jusqu'à présent, j'ai été un commentateur, j'ai fait un récit, mais il y a un mais. C'est que je crois avoir fait le bon diagnostic depuis 30 ans quand tout le monde se trompait. Certains diagnostics, oui, peut-être. En tout cas. Un diagnostic qui est en tout cas reconnu comme bon dans votre secteur, par beaucoup de gens. Sur l'économie, etc., on en en est loin encore pour l'instant, quoi, non ? Écoutez, sur l'économie... Vous êtes sur les questions de l'immigration, sécurité. Attendez, il y a deux choses. C'est pas parce que je considère que la question migratoire, identitaire, est la plus importante, car il en va de la survie du pays, que je méprise l'économie et que je méprise les conditions matérielles de vie du pays et des gens qui subissent, là où on voit un déclin manifeste. Il y a deux choses. Il y a la survie du pays, parce que là, je pense que la survie du pays est en jeu.
avec ces questions migratoires et identitaires. Et il y a le Même déclin. si vous êtes plus optimiste, puisque avant c'était le suicide français, vous dites que la France n'a pas dit son dernier mot là cette fois. Hein, vous terminez par. Je finis. Oui. Après, il y a le déclin. Et là, on peut parler économie. Là, il y a un déclin économique que nous vivons depuis 30 ans. C'est deux choses différentes qui se recoupent parfois, etc. Vous voyez ? Donc, c'est pas la même chose. C'est pas parce que je mets une priorité différente de celle de la classe politique. Parce que vous comprenez, la classe politique depuis 30 ans, droite ou gauche réunie, jusqu'à Emmanuel Macron, qui est la quintessence, qui est la synthèse du centre-droit et du centre-gauche. Oui, mais lui, il n'est pas forcément issu de la politique telle que vous l'entendez. Mais vous avez raison, il n'est pas issu. Il y a une rupture, quoi. Il n'est pas. 2 ans auparavant, il était secrétaire général adjoint et il se retrouve président. Il y a une rupture parce qu'il n'est pas un politicien traditionnel, il n'a pas fait une carrière politicienne, comme moi. Ça, c'est notre point commun. Oui. En revanche, il est la quintessence de l'évolution politique française depuis 30 ans, c'est-à-dire que, je vous ai dit tout à l'heure, la droite centriste, le centre, a tué le RPR et le gaullisme, et de l'autre côté, le centre-gauche a tué les socialistes et les communistes. Il est resté le centre-droit et le centre-gauche. Emmanuel Macron est le mariage entre Valéry Giscard d'Estaing et Michel Rocard. Ouais. Donc il est à la fois très vieux, vous comprenez ce que je veux dire. Bon, donc maintenant, revenons à nos moutons. Vous avez une classe politique qui a des compétences, mais dont ces compétences dont vous parliez tout à l'heure ne servent à rien, puisqu'elles sont... selon vous, elles ne servent à rien. Non, mais je vais vous dire pourquoi elles servent à rien. Mais je vais vous dire pourquoi elles servent à rien. C'est parce qu'elles sont liées à une impuissance fondamentale. Une impuissance parce que elles ne font pas le bon diagnostic, sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, et deuxièmement, elles se sont privées, coupées, arrachées toutes leurs compétences, toute leur souveraineté, que ça soit qu'elles ont donné à l'Europe ou alors aux juges. C'est ce que j'explique. Vous savez, quand je parle d'immigration, je dis la France croit pouvoir maîtriser son immigration. En fait, elle ne maîtrise rien. Au nom de l'état de droit, elle a donné aux immigrés le droit de choisir... Ça, c'est votre constat. On va venir dans un instant aussi aux propositions, Éric Zemmour. Mais dans votre livre, vous revenez, vous l'avez évoqué tout à l'heure, sur un rendez-vous avec Marine Le Pen, qui vous dit qu'il faut aimer les Français. Et vous balayez ça d'un revers de main. Pas besoin, il faut aimer la France. Il faut quand même montrer de l'empathie aussi, si on veut être élu, non ? Non, je n'ai pas... c'est ce que vous dites, Non. Attendez. Elle me dit effectivement, tu n'aimes pas les Français, il faut aimer les Français, etc. D'abord, je la taquine en lui disant, est-ce qu'elle aime beaucoup les Français ? Parce que tout ce qui me revient est qu'elle n'a pas toujours un contact aussi facile et aussi chaleureux avec les gens qu'elle le croit. Mais ça, c'est anecdotique après tout. C'est selon les jours, on a des bons jours et des mauvais jours. En revanche, sur le fond... c'est pas la première fois qu'on me reproche ça. Et je suis allé voir une vidéo. Ça, c'est les charmes de Google. Une vidéo avec le général de Gaulle qui répondait à une interview de Michel Droit pendant le second tour. La campagne de second tour de la présidentielle de 65, et dans laquelle, tenez-vous bien, Michel Droit lui pose la même question. Mon général, on dit que vous aimez la France, mais que vous n'aimez pas les Français. Et il répond, la France, c'est quelque chose de millénaire, c'est quelque chose que nous devons préserver, que nous devons chérir. Les Français, ce sont eux qui, aujourd'hui, les vivants, sont en charge de la France. Ils ont donc le devoir de pérenniser la France et de la protéger. Et nous, il parle de lui, évidemment. Bien sûr. Général de Gaulle. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas devenu fou et je ne me prends pas pour le général de Gaulle. On peut regarder, on peut s'imprégner. Et le général de Gaulle dit, l'État a la responsabilité de favoriser la prospérité des Français, le développement économique, qui en plus permettra de défendre la place de la France dans le monde. On a bien compris, mais quand même, pour être élu, il faut montrer de l'empathie avec les Français, non ? Mais qui vous dit que je n'en montre pas ? Je ne sais pas, puisque à travers cette petite phrase, et puis dans les débats, on ne sent pas forcément toujours de l'empathie. Mais parce qu'on a le droit de discuter. Moi, je pense que la politique, ce sont d'abord des idées. Oui. C'est pas une lutte pour les places, c'est une lutte pour les idées, d'abord. Deuxièmement, donc je parle des idées, et donc je parle à la rationalité des gens parce que je les respecte, quels qu'ils soient. Bon. Deuxièmement, ça ne veut pas dire que je ne montre pas d'empathie quand je vois des gens. Venez avec moi,
dans la rue. Venez avec moi à mes conférences. Venez avec moi quand je signe des livres. Vous verrez ce que les gens me disent. Vous verrez si je n'ai pas d'empathie pour les gens et s'ils n'ont pas d'empathie pour moi. Vous seriez surpris. Demandez aux journalistes qui nous accompagnaient à Toulon, à Nice le week-end dernier, le week-end il y a 15 jours. Oui, certains vous ont tellement bien accompagné qu'on vous a vu en une de Paris Match d'ailleurs. Cette photo, vous savez, c'est devenu maintenant absolument lamentable. Je vois vous le dites, de toute manière, les élections, c'est toujours marqué par des histoires en fait comme ça aussi. Non, vous insistez dans votre livre. Non, je ne dis pas ça encore une fois. Je raconte dans mon livre qu'il y a une espèce de frénésie dans toutes les campagnes. Mais les journalistes ne racontaient pas. Moi, je me souviens, j'étais journaliste en 1988 pendant la campagne de François Mitterrand. Il y avait une de ces jeunes maîtresses suédoises qui était journaliste et qui d'ailleurs était enceinte de lui. Je n'ai jamais raconté ça. On n'a jamais pris des photos d'elle. Elle était dans l'avion avec nous. Je suis désolé, ça a changé. Et pas en bien. Ça a changé depuis 10-15 ans. Oui, ça a changé pas en bien. Et je remarque que je suis le seul à subir ce traitement absolument infâme. Et j'aimerais bien savoir... Bah oui, c'est sûr que ça m'a affecté. Oui. Évidemment, d'abord, on détruit ma vie privée, et deuxièmement, surtout, ah oui, mais on vous affichez aussi. Mais je m'affiche pas. Mais je ne m'affiche pas qu'il y avait des journalistes du côté de Toulon. Pas du tout. Il n'y avait aucun journaliste. On m'a pris au téléobjectif, et je pense qu'il y a une action politique derrière. On veut me détruire parce que je fais peur à certains. Vous savez, on sait pour qui Paris Match roule. On sait que Paris Match roule pour l'Élysée. On sait que Paris Match est le caniche de Macron depuis des années. Écoutez, donc il n'y a pas de hasard. Oui, bon, ils ont eu cette photo, ils l'ont publiée, comme il y avait eu d'autres photos précédemment, en fait, avec d'autres hommes politiques. Ah bon, vous les avez vus, vous vous souvenez, avec Nicolas Sarkozy. Non, il n'y avait rien avec Nicolas Sarkozy. Avec Cécilia. Et le casque de François Hollande aussi, ça a été publié aussi dans certains magazines. Eh bien, c'était scandaleux. Et d'ailleurs, je crois que le patron du Paris Match y a laissé sa peau, si j'ai bien compris. À l'époque de Cécilia. Éric Zemmour, revenons quand même aussi sur le fond, sur les propositions. Est-ce qu'il y a d'autres questions que l'immigration, de la sécurité et le récit historique que vous allez aborder? L'économie, par exemple. Est-ce que vous avez des priorités et un axe de développement? Bien sûr, je vous l'ai dit, il y a la survie et il y a le déclin. Le déclin, c'est essentiellement l'économie. Et là, nous avons un diagnostic assez simple qui est l'industrie. Évidemment que nous avons désindustrialisé, nous avons subi une désindustrialisation massive. L'industrie aujourd'hui ne représente que 13% de la richesse nationale quand elle était à 24% dans les années 70-80. Aujourd'hui, l'Allemagne est toujours à ce chiffre-là, l'Italie est toujours à ce chiffre-là. Nous avons nos élites brillantes, tellement compétentes, qui me font la leçon tous les jours. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont accepté que toutes les industries françaises partent en Chine ou en Turquie ou que sais-je ailleurs pour payer moins cher les salaires. Elles ont. Vous êtes libéral, ce sont aussi des chefs d'entreprise qui ont décidé ça. Vous êtes un libéral d'ailleurs ou pas? Mais vous savez, ça dépend ce qu'on appelle libéral. Le mot libéralisme a été tout. Il a été de gauche au 19e siècle, il a été de droite après. Aujourd'hui, il y a une alliance libérale-libertaire depuis les années 70. Donc le mot libéralisme, ça veut tout dire et rien dire. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'on voit bien que nos entreprises croulent sous les charges, sous les impôts. Et pourquoi? On voit bien le cœur nucléaire de ce problème-là, c'est la protection sociale. Nous avons 750 milliards de dépenses sociales par an. Nous sommes recordman du monde. Ça représente 30% de notre PIB. Nous avons donc du coup des prélèvements obligatoires énormes à 47%. Nous sommes champions du monde. Et pourquoi nous avons des prélèvements sociaux? Ce qui permet d'assurer en fait aussi la pérennité du pays aujourd'hui, quoi. Pour l'instant. Non, je vais vous dire pourquoi. La survie du pays. Non, ça ne permet pas d'assurer la survie du pays. Non, je suis désolé. Nous avons un modèle social aussi exorbitant. Pourquoi? La première raison, c'est parce que nous sommes ouverts au monde entier. Nous avons le système le plus généreux. Notre solidarité nationale n'est plus nationale. Donc moi, je demanderais que la solidarité nationale redevienne nationale. C'est-à-dire que les allocations qui ne sont pas contributives soient privilégiées et soient laissées aux Français exclusivement. Deuxièmement... Aux Français, aux gens nés en France, les gens français, carte d'identité française. Bon. Deuxièmement... elle est mal gérée. Notre protection sociale est mal gérée. Nous avons, selon Charles Prats, 50 milliards de il y a des chiffres entre 30 et 50 milliards. Bien sûr. Même 30, c'est déjà pas mal. Même 30, c'est déjà pas mal. Et troisièmement, sans doute que nous n'avons
une activité insuffisante. C'est-à-dire que vous savez que nous avons, de tous les pays d'Europe, la proportion de gens qui travaillent le moins, c'est-à-dire que les jeunes font des études très longues et les gens à partir de 50 ans travaillent beaucoup moins que dans les autres pays. Nous devons réduire ça. Nous avons beaucoup trop d'inactifs. D'ailleurs, dans ces inactifs, il y a beaucoup d'étrangers. Vous savez combien, selon une étude INSEE de 2015, combien les étrangers extra-européens, il y a d'inactifs parmi les étrangers extra-européens? Combien? 40%. Alors que dans la moyenne française, c'est 13%. En fait. C'est 13%. Donc vous voyez, nous avons nous avons désindustrialisé, nous devons réindustrialiser. Donc, ce qui veut dire que nous devons réduire les charges. Éric Zemmour, dans le droit fil de Philippe Séguin, qui était votre maître, on le voit aussi dans votre livre. Mon maître, non, mais mon mentor. Oui, votre mentor. Donc, vous favorisez le souverainisme, parce que vous n'en avez pas beaucoup parlé jusqu'à présent. Et puis, vous prenez une sortie de l'euro, alors? Non, j'ai jamais dit ça. Non, mais je vous pose la question. Philippe Séguin a fait campagne contre l'euro en 92. À l'époque, je pense qu'il avait raison, car l'euro a aggravé le manque de compétitivité française et en plus a provoqué des effets de centralisation autour du pays le plus compétitif, qui était l'Allemagne, selon la théorie de Mandel. Ça a été une erreur. Bon, mais laissez-moi finir. Mais je pense qu'aujourd'hui, sortir de l'euro serait déstabiliser et aggraver en contraire les problèmes de l'économie française. Donc j'ai jamais prétendu qu'il fallait sortir de l'euro. Non, mais je vous posais la question. J'ai dit qu'il fallait pas y rentrer, c'est pas pareil. Ce que je voulais dire aussi sur le souverainisme. On ne vous entend pas beaucoup parler du souverainisme. Dans le débat avec Jean-Luc Mélenchon, c'est lui qui a beaucoup parlé du protectionnisme d'ailleurs. Alors, souverainisme et protectionnisme, c'est pas pareil. Oui, bien sûr. Mais souverainisme, ça veut dire reprendre la souveraineté. La souveraineté, vous savez, qu'est-ce que c'est ? On a donné, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, on a donné des pans entiers de notre souveraineté, soit à l'Europe, soit aux juges. Je pense effectivement qu'il est temps d'en reprendre. Mais je n'en fais pas, si vous voulez, je pense que c'est un moyen. C'est un moyen pour défendre l'identité de la France. Ce n'est pas un but. C'est ma différence avec certains souverainistes, qui sont mes amis d'ailleurs, mais avec qui j'ai des discussions longues. Vous pourriez avoir des alliances d'ailleurs avec eux? Vous pensez à qui? Vous savez, évidemment qu'il y a des gens très proches de moi qui se déclarent carrément souverainistes. Moi, je pense que la question identitaire de la survie du peuple français est la plus importante, mais la souveraineté est un moyen. Et donc, il faut reprendre des pans de notre souveraineté à Bruxelles et aux juges. Avec les juges, il faut que la loi redevienne souveraine. Il faut que ce qu'on appelle l'état de droit ne nous empêche plus de reprendre notre maîtrise des flux migratoires. Nous devons absolument Vous y revenez aux flux migratoires. Mais c'est fondamental. Bien sûr. Non, mais là, on était sur des questions plus deuxièmement, économiques. Pour Bruxelles, il faut que Bruxelles arrête de nous empêcher de reconstituer une industrie au nom de sa politique de la concurrence. Vous voyez, c'est les deux pans, d'après moi, les deux jambes sur lesquelles nous devons marcher. Bon, alors à propos de l'immigration, puisque vous y êtes revenu un court instant, vous faites le parallèle avec les Italiens venus au début des années 1900 en France et repartis pour une bonne partie en fait d'entre eux. Qu'est-ce que vous signifiez alors que les étrangers doivent repartir? Mais comment allez-vous faire pour ça? Et ceux qui sont les binationaux. Je vous répète que la France a le droit de maîtriser la composition de sa population et qu'il y a renoncé. Nous devons donc reprendre ce droit. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, il est évident que les Français qui ne sont pas binationaux, qu'on dirait mononationaux, sont français et n'ont rien à craindre. Troisièmement, je pense que nous devons effectivement supprimer tous les droits qui permettent aujourd'hui aux immigrés de faire venir d'innombrables autres immigrés et de créer des diasporas énormes qui deviennent des enclaves étrangères. Nous devons donc effectivement supprimer le regroupement familial. Nous devons donc supprimer le droit du sol qui fait des Français, malgré eux, et souvent des jeunes Français qui détestent la France. Nous devons étendre la déchéance de nationalité à de nombreux crimes et délits pour pouvoir expulser ensuite ces étrangers, car je suis aussi favorable à l'expulsion des délinquants étrangers. Ils représentent déjà 25% des prisons françaises, ils n'ont rien à faire là. Et je pense qu'il faut faire pression sur les États
qui sont à l'origine de ces étrangers pour qu'ils les reprennent. Des pressions qui peuvent être très fortes. Donc vous voyez, il y a un ensemble, si vous voulez, une politique globale qui fait que nous reprendrons la maîtrise de nos flux migratoires. À combien de personnes, et puis toutes ces familles qui sont déjà installées sur le territoire et qui font vivre notre économie, que beaucoup des entrepreneurs dont vous avez parlé utilisent en fait. Mais bien sûr, vous avez raison, il y a un double problème. Je vous ai dit d'abord qu'il y a parmi les étrangers extra-européens 40% d'inactifs. Oui. Deuxièmement, il n'y a pas un droit automatique à la reconduction des cartes de séjour. Nous avons le droit, si la personne est chômeur, si la personne a des enfants délinquants. Normalement, ça existe déjà. Oui, en fait, mais ça n'est pas fait. Mais ce n'est pas appliqué, quoi. Nous devons il s'agit d'appliquer la loi. Exactement, il s'agit d'appliquer. Ouais. Il faut cesser également de régulariser tous les ans à la volée, selon la circulaire Valls, des dizaines de milliers de clandestins. Ouais. Nous devons mettre le droit d'asile en dehors du territoire français. Et on ne peut plus demander l'asile en France. Et nous devons expulser tous les gens qui sont déboutés. Donc vous voyez, ça fait déjà beaucoup de boulot. Et par ailleurs, effectivement, il n'est pas nécessaire, si vous voulez, d'inquiéter et d'effrayer des gens qui sont français. Je n'ai rien contre eux. Voilà. Et y compris musulmans, quoi. Mais évidemment, y compris musulmans. Ouais, non, mais parce que vous les effrayez, en fait, beaucoup des musulmans qui sont aujourd'hui, qui sont contre eux, quoi. Non. Il y a des gens qui les effraient. Il y a des gens qui les effraient. Mélenchon parlant de déportation, faisant semblant de croire que dans ma fameuse interview à un journal italien, j'avais parlé de déportation, alors que c'était pas vrai. Il le sait très bien. Mais voilà, c'est le jeu politicien. Mais en revanche, évidemment qu'ils n'ont rien à craindre. Ce que je dis, moi, je prends les musulmans au sérieux. Je les prends comme des adultes. Je ne les prends pas comme des enfants, comme font les autres. Et je leur dis, il y a un problème avec l'islam. Voilà. Il y a un problème avec l'islam. D'abord, il y a toujours eu un problème en France avec toutes les religions, y compris le catholicisme. Donc nous avons l'État, même sous la monarchie, a passé son temps à lutter contre l'influence de la religion pour s'émanciper de la religion. Vous savez, la France, c'est l'émancipation par la liberté des dieux. Bon, ça c'est. Et donc, deuxièmement, toutes les religions non catholiques, le judaïsme, le protestantisme, se sont christianisées. Il faut bien comprendre ce concept. Donc c'est ce que vous voulez faire, important. Que les musulmans... que l'islam... et une pratique chrétienne de leur islam, c'est ça. Exactement. Vous savez ce que c'est. Mais je vais vous expliquer ce que c'est. Le christianisme est une rupture dans l'histoire de l'humanité et des religions, parce que pour la première fois, par rapport aux religions anciennes, antiques, par rapport même au judaïsme, il y a une religion qui s'intéresse plus à la foi intérieure qu'aux normes sociales. L'islam est un retour à, je dirais, ces religions archaïques qui privilégient la norme sociale sur la foi intérieure. C'est la spécificité d'évolution. Attendez, c'est la spécificité du catholicisme. Et donc, et c'est le génie de la France. La France est un pays profondément catholique et profondément chrétien. Vous savez, le grand Michelet disait « Qu'est-ce que la France ? C'est une conquête de l'Église. » Mais depuis Michelet, il y a eu de l'eau à couler sous les ponts. Bien sûr. Il y a moins de catholiques, il y a moins de chrétiens, etc. Même s'il y a des racismes. Mais vous savez aussi ce que disait André Suarez. Vous avez dit tout à l'heure. Mais vous savez, André Suarez disait, un auteur des années 30, il disait « Qu'il aille ou non à l'Église, le Français a les évangiles dans le sang. » Il faut bien comprendre ça. Donc, je disais, la foi et les normes sociales. Je dis aux musulmans, l'islam impose des normes sociales, qui est une espèce de code civil, qui concurrence et qui rivalise avec notre code civil. Vous avez vu les sondages, vous avez vu que plus de la moitié des jeunes musulmans estiment que la charia, c'est le code civil musulman, est supérieur à la règle, plus de 50%. Vous avez vu que de plus en plus, il y a cet antagonisme entre les deux. Et donc, moi je dis aux musulmans, parce que je les prends au sérieux, et que je leur tends la main, et je leur dis, voilà, c'est simple, vous avez tout à fait le droit d'avoir une foi islamique, mais vous ne devez pas vous soumettre au code juridico-politique musulman et faire d'innombrables banlieues des enclaves étrangères qui ne sont plus en France, où on ne vit plus à la française. Quand je vois, vous avez vu quand même cette horreur de la pauvre Shainès, cette jeune femme qui a été brûlée. Et vous savez pourquoi? Mais vous avez vu la phrase du mari, parce qu'elle voulait vivre à la française. Tout est dit. Tout est dit. Éric Zemmour, il nous reste quelques petites minutes. Des questions d'auditeurs pour vous, avec premier auditeur ou auditrice. C'est Diane qui nous appelle de Perpignan. Bonjour Diane. Bonjour Diane. Bonjour Diane. Bonjour, ça fait tout drôle de vous parler alors qu'on vous voit qu'à la télé. Oui, et ben voilà. Ben voilà. Mais je vous remercie, je suis de radio quand même. Voilà. Alors posez votre question. J'entends mal, si vous me permettez. Posez bien. Je voudrais vous poser deux questions. Une question, comme tout candidat, il porte un nom.
comme le LR, le RN, vous, quel nom sera? Et quand vous allez vous présenter, le nom que vous allez employer. Parce que Zemmour, bon, il faut bien qu'il y ait un nom. Bon. Après, la deuxième question, je voulais vous poser la question qui est, voilà, vous êtes plus ou moins proche de Marine Le Pen. D'accord. Et si vous êtes au deuxième tour, au premier tour vous arrivez au deuxième tour, est-ce que vous allez prendre Marine Le Pen dans votre giron? Vous avez pris la nièce, est-ce que vous allez la prendre à elle? Allez, on a compris vos questions. Donc la première question. Attendez, Diane, oui. Est-ce que vous allez donner votre voix à Marine Le Pen si vous n'arrivez pas au deuxième tour? Alors, bon, d'accord. Alors, première question, est-ce que vous avez déjà un nom de parti? Vous nous avez dit non tout à l'heure. Enfin, non. Bon, voilà. Deuxièmement, quant à mon rapport avec Marine Le Pen? Écoutez, pour l'instant, j'en suis pas à faire des plans sur la comète. Est-ce que je serai au second tour? Est-ce que je serai pas au second tour? Avec qui je dirais? En revanche, ce qui est sûr, c'est que, contrairement aux dirigeants de LR, je suis pour l'union des droites. C'est-à-dire que je pense qu'il faut rassembler, tous ces gens qui ont été artificiellement divisés, ces électeurs du RN, ces électeurs de LR. Je vous ai dit, il faut retrouver la synthèse gaulliste entre les classes populaires. Et vous êtes la synthèse. Je pense que, en tout cas, j'ai défendu cette synthèse depuis 20 ans et je vois que je l'incarne, oui, mieux que n'importe qui. C'est Abdelak qui nous parle, qui nous vient de Mont-de-Marsan. Bonjour Abdelak. Oui, bonjour. Bonjour Abdelak, oui. Allô? Oui, allez-y. Éric Zemmour vous écoute. Oui, alors je respecte totalement Sud Radio qui m'a proposé de poser des questions, mais j'avais tellement à poser à M. Zemmour. Donc j'avais lancé hier sur Facebook rapidement à des amis qui a été la question qui poserait s'ils étaient invités à Sud Radio. Donc je vais le faire assez rapidement. La première, c'est la question que j'avais proposée, c'est M. Zemmour, moi j'ai très bien compris en tout cas, et beaucoup d'autres Français, on a très bien compris que vous ne vous présenteriez jamais aux élections présidentielles, que la réalité c'est que vous voulez juste en fait, quand vous avez perdu plusieurs emplois notamment avec CNews, vous cherchez juste un poste de député européen, en fait, où les Français ignorent qui sont députés européens, c'est des places comme ça où on peut toucher 7 000 euros. Donc ça c'est la première question, Abdelak. Et la deuxième. Et je vous demande donc, est-ce que ce sera pour l'extrême droite de Marine Le Pen ou est-ce que ce sera pour la droite de M. Xavier Bertrand? Et la seconde, c'est Zemmour, c'est Hicham, conseiller municipal à Mont-de-Marsan, qui la pose. Celle-là, c'est lui qui, sur Facebook, a posé la question qui a recueilli le plus de... et là, c'est en fait Zemmour, ça signifie Olivier dans l'étymologie, en tout cas, d'Afrique du Nord. Et ça représente la richesse, la tolérance, l'abondance. Ça veut dire quoi? La richesse, la tolérance, quoi. Il demande, est-ce que vous ne pourriez pas changer de nom, s'il vous plaît, pour respecter un peu les mots Bon, changer de nom. Bon. Alors, je vais répondre très vite, monsieur. Premièrement, on m'a proposé plusieurs fois d'être député européen et j'ai refusé. Deuxièmement, je ne fais pas ça ni pour vendre des livres, je n'ai pas besoin. Je vous rappelle que j'ai vendu Le Suicide français à 500 000 exemplaires et je n'étais candidat à rien et il n'y avait aucune rumeur de rien. Je vous rappelle que j'ai toujours retrouvé du travail à chaque fois qu'on me virait et on me virait pour mes convictions et pour mes idées. J'ai toujours retrouvé et en mieux. Donc, ce genre de médiocre réflexion, je vous les passe. Deuxièmement, vous avez la personne qui vous a précédé a déjà posé la question sur le Front National et LR, j'ai déjà répondu. Troisième question, mon nom veut dire en berbère Olivier. Voilà ce que ça veut dire. J'aurais pu très bien changer de nom, pourquoi pas. J'aurais pu m'appeler Éric Olivier, mais c'était déjà pris. Je pense qu'il est inutile, je n'ai jamais demandé aux gens de changer de nom. En revanche, ce que je dis, c'est que, puisque je sens bien que ça vous titille, ce que je dis, c'est que on doit effectivement donner un prénom à ces enfants qui soient français pour montrer qu'on veut que ces enfants participent à la France, qu'on veut que ces enfants fassent partie de l'ensemble français et pour cela reprennent la symbolique française. Vous savez, quand quelqu'un se convertit à l'islam, qu'est-ce qu'on fait? La première chose qu'on fait, c'est qu'on lui donne un prénom musulman. Pourquoi? Parce que justement, il rentre dans la communauté islamique et il prend des noms qui ont marqué l'imaginaire historique musulman. Eh bien, la France, c'est pareil. Ça n'empêche pas de prendre un deuxième prénom ou un troisième prénom comme ses ancêtres, etc. Ça a toujours existé. Mais je ne vois pas pourquoi des générations d'Italiens, d'Espagnols, de Juifs, etc. auraient fait cet effort-là et pourquoi les musulmans ne le feraient pas. Il y a là quelque chose qui ne va pas et donc... Vous mentez, vous mentez, M. Zemmour. Bon, attendez,
on va pas refaire le débat parce que Abdelhak, on pourra débattre tout à l'heure aussi avec l'ensemble de nos éditorialistes parce qu'on avait prévu d'aller jusqu'à 8h45, on est même jusqu'à 8h50. Un dernier mot, Éric Zemmour. Vous êtes plus proche, puisqu'on l'a évoqué, là, de Marine Le Pen, de Marion Maréchal ou de Jean-Marie Le Pen? Vous savez, je les connais tous les trois. Ouais. J'ai côtoyé Jean-Marie Le Pen en tant que journaliste politique. Je connais Marine Le Pen en tant que journaliste politique et maintenant je la vois, je l'ai vue, donc je raconte dans le livre en mars dernier, depuis je ne l'ai plus vue. Et Marion Maréchal, j'ai une... Vous étiez en Hongrie? On était en Hongrie ensemble et j'ai une grande sympathie, une affection particulière pour elle parce que c'est une fille intelligente, c'est une fille curieuse, c'est une fille travailleuse et voilà. Donc après, c'est des sympathies personnelles. Ouais. Politiquement, effectivement aussi, on a beaucoup d'acquaintances, mais bon, c'est autre chose. Bon, merci Éric Zemmour. Dans combien de temps vous allez vous déclarer officiellement alors? Mais ne vous inquiétez pas, avant avril. Non, mais avant la fin de l'année, probablement. Ah, ben ça c'est sûr. Oui, s'il y a déclaration, ça sera avant la fin de l'année. Bon, et il y aura déclaration, on ne voit pas comment vous pourriez reculer. C'est vous-même qui l'avez dit en fait hier, je trahirai. Merci en tout cas d'être venu ce matin sur Sud Radio. La France n'a pas dit son dernier mot aux éditions Rubempré. Et nous allons décrypter. Et vous pouvez appeler et réagir. Abdelhak, si vous pouvez continuer de nous appeler 0826 300 300 entre 9h et 10h avec l'ensemble de nos éditorialistes et spécialistes ce matin. On en parlera bien sûr avec Thierry Guerrier, Christine Bouillot et vos appels. À tout de suite, 8h51. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. À tous ceux qui font glisser leur couteau sur le bord du pot de Nutella.